concernant la signalisation cellulaire. Donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu donc, les récepteurs membranaires. Alors, les récepteurs membranaires, donc, on a, pardon, les récepteurs en général, on a deux types de récepteurs. Il y a des récepteurs membranaires spécifiques, bien sûr, pour les récepteurs pour des ligands hydrosolubles. Et on a aussi des récepteurs intracellulaires pour les ligands liposolubles. Tout d'abord, donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ces deux types de récepteurs, les récepteurs cano-ioniques, les récepteurs couplés aux protéines G. La séance prochaine, on va voir les récepteurs enzymatiques et les récepteurs intracellulaires. Comme ça, on aura terminé le chapitre. Alors, pour les récepteurs donc membranaires, on a trois types de récepteurs membranaires. Vous avez des récepteurs cano-ioniques, donc ce sont des récepteurs en même temps des canaux qui laissent passer les ions au niveau de la membrane cellulaire. On a aussi des récepteurs couplés aux protéines G. Donc, vous avez une protéine G au niveau intracellulaire qui est couplée à ce type de récepteur. Donc, bien sûr, il représente la grande majorité de ces récepteurs. Et vous avez des récepteurs enzymatiques. Donc, c'est des récepteurs toujours membranaires. Donc, ils ont des ligands hydrosolubles. Cependant, pourquoi enzymatiques? Pourquoi? Parce qu'ils ont une partie, la partie qui est dirigée vers le cytosol, donc elle est constituée d'enzymes et donc d'activité enzymatique. Voilà. Donc vous avez, donc on va voir bien sûr la séance prochaine, on va voir aussi un petit peu les récepteurs intracellulaires, donc spécifiques aux ligands qui sont liposolubles. Et généralement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les ligands liposolubles qui ont des récepteurs intracellulaires. Donc, ils fonctionnent comme un facteur de transcription de gènes dans le noyau. Donc, leur action, elle est focalisée dans le noyau. C'est pourquoi le temps d'action, il est plus long que les ligands, que celui des ligands hydrosolubles. Alors, pour la cascade de signalisation cellulaire en général, vous voyez bien, la liaison du ligand avec les récepteurs, le ligand qu'on appelle le premier messager ou la molécule informative, qui se lie avec le récepteur, permet la transduction du signal externe en signal interne. Donc, cette action, cette liaison va se traduire par une autre action à l'intérieur de la cellule. Donc, on va dire, elle va provoquer ou induire une signalisation à l'intérieur de la cellule. Donc, cette signalisation, donc, elle est sous forme d'une cascade, c'est-à-dire il y a un phénomène qui agit sur un autre phénomène, et ainsi de suite, qui aboutit dans le cytosol à une réponse rapide sous forme de modification de protéines aboutissant à des réponses biologiques. Donc, on va voir, donc ici, comme le schéma le montre, regardez bien, ce récepteur qui est situé du côté membranaire, le ligand qui est extracellulaire va agir sur ce récepteur. Et donc, ce ligand, il peut entrer dans la cellule, bien sûr. Ça y est, son rôle est terminé. Cette liaison va provoquer donc une cascade de signaux cellulaires à l'intérieur. Donc, la production, ce qu'on appelle le second messager à l'intérieur de la cellule. Donc, le ligand, c'est le premier messager. Les molécules à l'intérieur de la cellule sont des seconds messagers et que ces seconds messagers vont induire plusieurs effets donc physiologiques, biologiques, par exemple, action sur des canaux ioniques, régulation des voies métaboliques, c'est-à-dire par exemple action sur des enzymes, régulation de l'expression génique, donc ici ça peut aller même dans le noyau, modification du cytosquelette aussi. Donc, tout ça, on va le voir en détail maintenant. C'est-à-dire, ça, c'est un schéma, c'est-à-dire général. Alors, on va voir en détail maintenant, donc, on va commencer par les récepteurs couplés aux protéines G. Parce qu'on a commencé par ces récepteurs, cette catégorie de récepteurs, parce qu'ils sont les plus dominants, enfin, c'est les plus nombreux. Sont les récepteurs
On a beaucoup de ligands qui ont ce type de récepteur. Alors, donc, le récepteur, comme vous voyez le schéma ici, donc c'est une protéine, bien sûr, comme tous les récepteurs. Elle possède 7 domaines transmembranaires. 7 domaines transmembranaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui traversent la membrane plasmique. L'extrémité N-terminale extracellulaire, donc, du côté extracellulaire, possède un site de liaison au ligand. Donc, c'est à ce niveau que le ligand se fixe. Et vous avez l'extrémité C-terminale, qui est intracellulaire. Elle possède un site de liaison à la protéine G. Donc, G, qui se trouve au niveau du côté cytosolique. C'est pourquoi on l'a appelé protéine couplée aux protéines G. Ce type de récepteur. Alors, donc la protéine G, c'est quoi la protéine G? Donc la protéine G, c'est une protéine hétérotrimérique, c'est-à-dire constituée de 3 sous-unités différentes. Accrochée à la face interne de la membrane plasmique, elle est composée de 3 unités protéiques, alpha, bêta, gamma, regardez. Donc ici, alpha, bêta et gamma. Voilà. Cette protéine. Donc, la sous-unité alpha fixe le GTP et le GDP. Alors, il faut se concentrer sur cette sous-unité alpha. Elle fixe soit le GTP ou le GDP. Et aussi, cette sous-unité, elle possède une activité GTP-asique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand elle fixe le GTP, elle peut l'hydrolyser en GDP. Donc, GTP, c'est un nucléotide guanosine triphosphate qui se trouve dans donc, ce sont des nucléotides qui se trouvent dans le cytosol. Alors, GTP, quand elle fixe le GTP, cette sous-unité alpha, elle a une activité GTP-asique, donc elle hydrolyse le GTP en GDP. Voilà. Donc, les 2 sous-unités bêta et gamma forment un dimère indissociable, c'est-à-dire bêta et gamma ne se séparent pas. Toujours, ils sont liés entre eux. La sous-unité qui peut se séparer uniquement, c'est la sous-unité alpha. Elle va se séparer de ce dimère. Voilà. Maintenant, on va voir cette cascade, donc activation de ce type de récepteur couplé aux protéines G, RCPG. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe au premier? Donc, la fixation du ligand, le premier messager, sur le récepteur, induit un changement de conformation. Donc, ce récepteur va changer de conformation. Alors, le récepteur peut alors se fixer sur une protéine G inactive. Alors, au niveau de l'intérieur de la cellule, vous avez cette protéine G qui est inactive, mais attention, quand elle est inactive, elle est liée au GDP. Voilà. Donc, ici, le récepteur qui lie le ligand se fixe à cette protéine G inactive, donc chargée en GDP, accrochée à la face interne de la membrane. Alors, l'association de la protéine G au complexe ligand diminue fortement l'affinité de la sous-unité alpha pour le GDP. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand cette protéine G se fixe à ce récepteur, donc l'affinité avec le GDP diminue, donc elle le relâche dans le cytosol. Et quand elle le relâche, donc c'est GTP qui se fixe, parce que c'est le même site de fixation. Vous allez me dire pourquoi c'est le GTP qui se fixe. En fait, premièrement, on a dit l'affinité, elle diminue pour le GDP. Donc, elle a certainement une grande affinité pour le GTP, mais aussi la quantité dans le cytosol de GTP est beaucoup plus supérieure au GDP. Donc, il y a plus de probabilité que le GTP se fixe. Voilà. Donc, suite à la liaison du ligand avec le récepteur se lie à la sous-unité, à la protéine G, GDP. Cette liaison, donc, détache le GDP. Le GTP remplace ce dernier sur la sous-unité alpha. Donc, une fois activé, donc maintenant, c'est bon. La protéine G, quand elle fixe le GTP, elle est activée.
qu'est-ce qui va se passer? Le complexe bêta-gamma se dissocie de la sous-unité alpha. Réellement, on devrait écrire le contraire. C'est la sous-unité alpha qui porte toujours le GTP va se dissocier, se séparer du complexe bêta-gamma. Donc, cette sous-unité devient alors libre de se dissocier du récepteur. Donc, elle est, regardez bien, elle s'est dissociée. Voilà. La sous-unité alpha et le complexe bêta-gamma peuvent moduler l'activité de nombreuses protéines cibles appelées les effecteurs primaires, qui sont des enzymes membranaires ou des canaux. Maintenant, quelle est la suite de la transduction? Alors, on a une sous-unité alpha qui est séparée du complexe bêta-gamma, sous-unité alpha qui porte toujours le GTP. Donc, cette sous-unité alpha, elle peut agir soit sur des canaux ioniques, et bêta-gamma aussi. Ils peuvent agir soit sur des canaux ioniques ou sur des enzymes, donc ce qu'on appelle les effecteurs primaires. Alors, on continue. À la suite du détachement du premier messager, alors maintenant, regardez. Ce ligand, s'il se détache, bien sûr, cette sous-unité alpha qui porte le GTP, une fois qu'elle a activé une enzyme, par exemple, une fois qu'elle l'a activée, elle va hydrolyser le GTP en GDP. Et à ce moment-là, elle va s'associer au dimère bêta-gamma et elle devient une protéine G inactive comme avant. D'accord? Maintenant, si le ligand reste longtemps, enfin un bon moment, au niveau du récepteur, qu'est-ce qui va se passer? La sous-unité alpha, quand elle stimule l'effecteur primaire, la même chose, donc elle hydrolyse le GTP en GDP, elle va s'associer au dimère bêta-gamma, mais comme le ligand est toujours là, elle va refaire la même chose, c'est-à-dire elle va libérer le GDP, fixer le GTP, et ainsi de suite, et refaire la même chose. Donc, tant que le ligand est lié au récepteur, la sous-unité alpha est toujours activée. Donc, on peut dire, la sous-unité alpha fixée au GTP, elle peut stimuler plusieurs fois l'effecteur primaire tant que le ligand est lié au récepteur. Mais une fois le ligand relâché, c'est bon. Alors, donc ça, c'est une forme d'amplification du signal. C'est-à-dire un ligand, il peut activer plusieurs fois la protéine G. Et bien sûr, c'est lié à son temps de liaison avec le récepteur. À la suite du détachement du premier messager, la sous-unité alpha exerce une activité GTP-asique qui conduit à l'hydrolyse de GTP. Et voilà. Donc ça, c'est l'inactivation. Donc la sous-unité alpha, elle hydrolyse le GTP. Il devient GDP, donc elle fixe le GTP, et à ce moment-là, elle va s'associer au bêta-gamma et elle devient une protéine G inactivée, voilà, trimérique. La protéine G retrouve sa conformation liant le GDP, elle est de nouveau inactive. Donc ça, c'est juste la première chose qui se passe. D'accord? Alors, je répète rapidement. Donc, le ligand se lie au récepteur. Le récepteur change de conformation. Donc, il va se lier à la protéine G qui se trouve au niveau cytosolique et qui a déjà fixé sa sous-unité alpha fixe le GDP. La fixation de ce récepteur avec la protéine G va produire le départ du GDP de la sous-unité alpha qui est remplacé par le GTP. Ce remplacement active la protéine G et la sous-unité alpha-GTP va se dissocier du complexe bêta-gamma et cette sous-unité va stimuler ou inhiber, on va voir, un effecteur primaire. Une fois stimulé ou inhibé, cette sous-unité alpha va hydrolyser le GTP en GDP et à ce moment-là, elle va se lier au complexe, au dimère bêta-gamma pour former une protéine G inactive. Voilà. Concernant donc les récepteurs couplés aux protéines G en général,
Donc, ces récepteurs, ils forment la plus grande famille des récepteurs membranaires de la surface cellulaire, environ 1500 récepteurs différents. Donc, les ligands de ce type de récepteurs sont très variés. Donc, les ligands qui possèdent des récepteurs couplés aux protéines G, ils peuvent être des photons. Alors, les photons, donc la lumière. Des molécules odorantes. Alors, les molécules odorantes, il y en a beaucoup. Hein. Ici, c'est juste un exemple, les phéromones, d'accord? Mais il y en a beaucoup d'autres. On a des lipides, certaines prostaglandines, parce qu'on a dit que certaines prostaglandines aussi d'autres qui sont hydrophobes. Donc, elles ont des récepteurs cytosoliques. Ici, par exemple, les prostaglandines qui sont hydrophiles, donc elles ont des récepteurs couplés aux protéines G, certaines. Des hormones polypeptidiques, glucagon, calcitonin, etc. Aussi des dérivés d'acides aminés, donc vous avez les neurotransmetteurs dopamine, adrénaline, noradrénaline, adrénaline c'est surtout hormone. Elles ont des récepteurs couplés aux protéines G, des hormones glycoprotéiques, par exemple TSH, FSH, LH, du calcium, des cytokines, etc. Donc vous avez une très grande famille de ligands qui ont des récepteurs couplés aux protéines G. Maintenant, la protéine G, on va parler un petit peu de cette protéine. Donc, on a dit que c'est une protéine qui est constituée de 3 sous-unités. Alpha, qui lie le GDP à l'état inactif, et bêta-gamma, donc un dimère indissociable. Alors, donc les effets biologiques observés à la suite de l'activation de protéine G dépendent essentiellement de la nature de la sous-unité alpha. Donc, vous avez plusieurs types de sous-unités alpha ou de protéine G. Vous avez la protéine GS, stimulatrice, donc elle contient une alpha S qui active l'adénylatecyclase. Donc c'est l'effecteur primaire. Celle-ci, l'adénylatecyclase, c'est celle-ci, l'effecteur primaire. Voilà. Donc alpha S, elle stimule l'adénylatecyclase. Donc c'est une enzyme. On va voir après. Donc l'adénylatecyclase, c'est une enzyme qui transforme donc l'ATP en AMP cyclique. Donc cyclique, cyclase. Donc elle crée une cyclisation au niveau de sa structure moléculaire. La protéine GI, on a aussi une GI inhibitrice qui possède une sous-unité alpha, mais cette alpha I, mais cette fois-ci, cette alpha I inhibe l'adénylatecyclase. Donc, si elle est inhibée, il n'y aura plus de transformation de l'ATP en AMP cyclique. Donc, on n'aura pas production d'AMP cyclique ici. Vous avez également une autre protéine GQ, potentialisatrice, dont la sous-unité alpha-Q stimule la phospholipase C. Donc, celle-ci également, c'est une protéine, une enzyme membranaire également. Donc, l'adénylatecyclase, phospholipase C sont des enzymes et ces enzymes, bien sûr, elles s'accrochent à la membrane plasmique, elles ont un site actif au niveau cytosolique. Vous avez la protéine GT, qu'on appelle aussi transducine, dont la sous-unité alpha-T active la phosphodiesterase. On va arriver à... Alors, c'est une enzyme, la phosphodiesterase. Voilà. Donc, ici, c'est... Surtout, on va voir les 3 premières. La protéine G, alors ici, alors on l'appelle GO. O, ça, c'est par rapport à... C'est pas G0, hein, c'est par rapport à O qu'on a découvert et qu'on l'a appelé comme ça au départ. Après, elle a pris le nom. D'accord? Autre. Alors, agissant sur certaines, elle agit sur des canaux potassiques. Donc, par exemple, voilà, l'effecteur primaire ici sont des canaux potassiques. Alors, maintenant, pour la transduction du message, on va voir surtout pour les couplés aux protéines G, pour les récepteurs couplés aux protéines G,
Donc, vous avez deux voies. Alors, vous avez la voie de l'adénylate cyclase, AMP cyclique, et vous avez la deuxième voie, la voie de la phospholipase C, IP3 et le DHG. Donc, ces récepteurs, donc, à l'intérieur, ils peuvent donc induire des réponses physiologiques en suivant la voie de l'AMP cyclique ou de la phospholipase C, IP3 et le DHG, ou on appelle aussi la voie inositol phosphate. Alors là, voilà, pour un petit peu, pour la protéine G ici. Alors, ça localise dans des systèmes nerveux et des effets inhibiteurs en référence au other, autre, au olfactory, olfactif. Découverte dans le cerveau, donc identifiée dans les années 1980, elle était très abondante dans les tissus. Donc, elle était différente des protéines G connues. C'est pourquoi donc, le O, on a d'abord signifié other, car son rôle était moins clair que celui de GS stimulatrice ou GI. Voilà, sans aller dans d'autres détails. Alors, maintenant, on va voir la première voie de transduction du signal. Donc, c'est la voie de l'adénylate cyclase AMP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, regardez bien, l'effecteur primaire, c'est l'adénylate cyclase. La deuxième voie, regardez ici, la deuxième voie, alors, phospholipase C, IP3. Donc, l'effecteur primaire, c'est la phospholipase C. Vous voyez bien que donc, elles sont différentes concernant tout, hein. Le type de protéine G et aussi la voie de transduction également. Donc, alors, pour la voie de l'adénylate cyclase AMP cyclique, donc, ici, on va voir les GS ou GI. Donc, le récepteur couplé aux protéines GS ou un récepteur couplé aux protéines GI. Si c'est un récepteur couplé aux protéines GS, donc la liaison du ligand à ce récepteur induit la stimulation de la sous-unité alpha S, qui va stimuler l'adénylate cyclase. Et donc, il va y avoir forte transformation de l'AMP cyclique, de l'AMP en AMP cyclique. Si ce récepteur se lie à une protéine GI, donc la liaison de ligand à ce récepteur va induire la stimulation de la sous-unité dans la protéine GI, donc de la sous-unité alpha-I inhibitrice. Et celle-ci, elle va inhiber l'adénylate cyclase et donc il n'y aura pas de production d'AMP cyclique. Voilà. Donc l'adénylate cyclase est une enzyme, on parle un petit peu de cette adénylate cyclase, est une enzyme transmembranaire dont le site actif est tourné vers le cytosol. Elle est activée par la sous-unité alpha S de la protéine GS. Et cette sous-unité alpha S, toujours, elle porte le GTP. Quand elle stimule la adénylate cyclase, elle doit porter avec elle le GTP. C'est une fois qu'elle l'a stimulé qu'elle hydrolyse le GTP en GTP. Alors, aussi, ou inactivée, donc cette adénylate cyclase, elle peut être inactivée par la sous-unité alpha-I de la protéine GI. La même chose. Quand elle inactive la protéine GI, elle doit porter avec elle donc le GTP. Le GTP, elle est active. Alors, lorsqu'elle est activée, donc on parle de l'adénylate cyclase, celle-ci catalyse la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Alors, qu'est-ce que c'est l'AMP cyclique? Alors, c'est une petite molécule soluble qui se répand dans le cytosol et agit comme second messager. Voilà. L'AMP cyclique est un second messager. D'accord? Donc, le premier messager, c'est le ligand qui se lie au récepteur. Le second messager, il est toujours cytosolique. Et dans notre cas ici, dans cette voie, c'est l'AMP cyclique. Maintenant, est-ce que ça s'arrête là? Non. On a eu un second messager, mais on n'a pas encore de réponse biologique de la cellule. Alors, donc, la transduction va continuer.
Alors, l'effet principal de l'AMP cyclique, quel est le rôle de l'AMP cyclique? En fait, c'est l'activation de la protéine kinase A. Protéines kinases, donc, sont des enzymes. Kinase, ça veut dire des enzymes qui phosphorylent d'autres enzymes, et ainsi de suite. A, par exemple, par rapport à l'adénylate. Donc, pourquoi? Parce que, regardez, adénylate, adénine, AMP cyclique, adénosine, protéine kinase A, adénylate. Donc, l'AMP cyclique se fixe sur la protéine kinase A et celle-ci devient active. Donc, les protéines kinase AMP cyclique dépendantes. En fait, ici, l'AMP cyclique doit être fixé à la protéine kinase A, puis ce complexe va fonctionner, va être actif pour donc phosphoryler d'autres enzymes. Ce n'est pas comme tout à l'heure, la sous-unité alpha stimule l'adénylate cyclase. Non, ici, l'AMP cyclique, une molécule d'AMP doit se fixer sur une molécule de protéine kinase A pour que le tout doit être donc activé et fonctionne ainsi. C'est-à-dire l'AMP cyclique ne se détache pas. C'est après. Cependant, il peut aussi moduler directement l'ouverture des canaux calciques. Donc ici, alors l'AMP cyclique, il peut agir sur des canaux, mais c'est beaucoup plus sur la protéine kinase A. L'AMP cyclique, dans certains, c'est rare, c'est très peu, il peut agir directement sur des canaux, mais c'est rare. En majorité, l'AMP cyclique se fixe sur la protéine kinase A pour le complexe devient, donc les deux, fonctionnent ensemble. Alors, la protéine kinase A, une fois ça y est, elle est activée parce qu'elle a fixé l'AMP cyclique, peut alors phosphoryler de nombreux substrats parce que c'est une kinase, donc elle phosphoryle, ce qui amplifie considérablement les effets des signaux. Alors, ici, on a une amplification. Je vais revenir là-dessus, on va terminer ça. Concernant le phénomène d'amplification, c'est-à-dire un seul ligand peut nous donner un effet physiologique considérable. Alors, donc la protéine kinase A est un tétramère formé de 4 sous-unités, 2 sous-unités régulatrices qui fixent l'AMP cyclique et 2 sous-unités catalytiques. Donc ici, il y a un schéma, il est bien. Regardez. Voilà. La protéine kinase inactive, elle est inactive ici. Regardez bien. Inactive. Alors, vous avez 2 sous-unités régulatrices et 2 sous-unités, donc, catalytiques. Alors, regardez, protéine kinase A active, donc elle a fixé, donc regardez bien, chaque sous-unité régulatrice fixe 2 molécules d'AMP cyclique. Voilà. Donc, le ligand se fixe sur une récapitulation ici. Le ligand se fixe sur le récepteur couplé aux protéines G. Cette liaison, cette fixation va stimuler donc changement de conformation du récepteur, ce qui va la lier à la protéine G qui a une sous-unité alpha qui fixe le GDP. Donc cette liaison va induire un détachement de GDP et remplacé par le GTP. La sous-unité alpha, quand elle fixe le GTP, elle se détache du dimère bêta-gamma. Voilà. Elle stimule. Alors attention, ici dans le cas de protéine GS. La sous-unité alpha S stimule la adénylate cyclase. Donc c'est une enzyme. Elle va transformer l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique se fixe sur une protéine kinase A. Elle l'active. La protéine kinase A donc, va phosphoryler d'autres enzymes et ainsi de suite. Ainsi, on va voir donc un effet physiologique et bien sûr, l'effet physiologique dépend de chaque type de cellule. Pourquoi? Parce que chaque type de cellule possède un équipement enzymatique particulier. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si ce ligand, par exemple,
c'est de... Bon, je vais donner un exemple. Ce ligand, si c'est le même ligand. Le même ligand, donc il se fixe sur un récepteur situé dans une cellule, par exemple, un adipocyte, cellule adipeuse. Donc cette transduction du message, on va avoir une protéine kinase A qui va phosphoryler des enzymes qui vont, par exemple, des enzymes qui vont dégrader les triglycérides. Donc on va avoir une lipolyse. Mais cette même transduction, c'est-à-dire jusqu'à la protéine kinase A, on va l'avoir par exemple dans une cellule nerveuse. Mais cette fois-ci, bien sûr, la protéine kinase A active des enzymes qui sont spécifiques à la cellule nerveuse, et on va avoir un autre phénomène physiologique, par exemple la mémorisation. Vous voyez, donc jusqu'à là, protéine kinase active, donc ça sont les mêmes qui existent dans toutes les cellules, et que la différence, c'est après. C'est les enzymes spécifiques qui sont phosphorylées qui vont induire des phénomènes physiologiques différents, spécifiques à chaque type de cellule. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va parler un petit peu concernant l'amplification. On l'a dit tout à l'heure. L'amplification, c'est que un ligand, c'est quoi? Un seul ligand va nous donner à la fin, on va avoir plusieurs enzymes qui sont phosphorylées. Donc, il y a un phénomène d'amplification. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que vous savez que les ligands, quand ils sont libérés dans l'organisme, ils sont dispersés. Donc, au niveau des cellules cibles, il y a très peu de ligands qui arrivent. Mais, grâce à cette amplification, le peu de ligands qui arrivent est suffisant pour induire un phénomène physiologique, justement grâce à cette amplification. Par exemple, donc ici, on va voir un ligand. Tant qu'il est lié au récepteur, la sous-unité alpha, elle est stimulée plusieurs fois. On l'a dit tout à l'heure. Tant que le ligand est fixé, la sous-unité alpha, la protéine G, S par exemple, elle est stimulée plusieurs fois. Donc, elle va aller stimuler l'adénocyclase, elle hydrolyse le GTP en GTP, elle revient, et une autre fois, et ainsi de suite, tant que le ligand est fixé. Donc ça, c'est le premier phénomène amplificateur. Le deuxième, l'adénocyclase, si elle ne va pas transformer un ATP, un seul, en AMP cyclique, non, elle va transformer plusieurs ATP en AMP cyclique. Donc ça, c'est une amplification aussi. Alors, pour l'AMP cyclique, quand il se lie à la protéine kinase A, c'est à ce niveau qu'il n'y a pas d'amplification. Il n'y a pas, parce que chaque molécule, elle doit se fixer sur une protéine kinase pour qu'elle soit active. Donc ici, il n'y a pas d'amplification. Mais une protéine kinase A active, une seule protéine kinase, elle phosphoryle plusieurs enzymes. Donc là aussi, on a une amplification du signal. Voilà. Donc ici, c'est quand la protéine G S stimulatrice, donc on va voir ça. Si c'est une protéine GI, en fait, la sous-unité alpha I va inhiber l'adénocyclase et on arrête là. Il n'y aura plus de formation d'AMP cyclique, ce second messager. Voilà. Plusieurs ligands, par exemple plusieurs ligands différents peuvent avoir donc ce mode de transduction. Alors, si vous prenez l'adrénaline et la dopamine, ils sont différents, mais ils vont avoir les mêmes. Donc ici, ils vont avoir un seul ligand. Le même ligand peut avoir un récepteur lié à la protéine GS. Et puis aussi, le même ligand peut avoir un récepteur lié à une protéine GI. Sur la même cellule aussi. D'accord? Donc, ce n'est pas une règle. Donc, je répète pour la dernière fois, des ligands différents peuvent avoir les mêmes types de transduction. Le même ligand peut avoir donc
un récepteur couplé à une protéine GI, aussi un récepteur couplé à une protéine GS. Voilà. Ils peuvent se trouver même dans la même cellule. Voilà. Donc maintenant, on va voir la deuxième voie de la phospholipase. Donc ici, la même chose. Un ligand peut avoir cette voie de l'AMP cyclique. Il peut avoir le même ligand, il peut avoir aussi, en se fixant sur un autre récepteur, il peut avoir cette voie de transduction. Alors, on va voir la deuxième voie. Alors, la voie de la phospholipase C est l'IP3 et le DAG. Donc ici, on va voir un petit peu. Donc, cette voie est activée par l'intermédiaire d'une enzyme située à la surface interne de la membrane, la phospholipase C. Alors ici, il n'y a pas d'adyniate cyclase, il n'y a pas d'AMP cyclique ici, il y a la phospholipase C. Donc, c'est une enzyme située dans la face interne de la membrane plasmique. Donc, attention, ici, la sous-unité, la protéine G, ce n'est pas la GS ou la GI, mais c'est la GQ. Elle est constituée d'une alpha-Q. Voilà. Donc, mais autre chose, bon, jusqu'à la protéine, donc c'est la même chose pour le début, hein, l'activation de départ. Donc, lorsque la phospholipase C est activée par la sous-unité alpha, donc ça va arriver là. Je vais vous montrer le schéma. Regardez. Le ligand, il se fixe sur le récepteur. Donc, vous avez la protéine G qui est constituée d'une alpha, Q et bêta gamma. Donc, la même chose. Donc, la protéine la protéine alpha, elle va faire échapper, donc ici, elle va laisser partir le GDP, fixer le GTP. Mais une fois qu'elle a fixé le GTP, elle va donc activer une phospholipase C. Elle est là. Activer une phospholipase C. Alors, la phospholipase C, regardez bien qu'est-ce qu'elle fait. C'est une enzyme membranaire, donc elle est située du côté cytosolique. Et bien sûr, elle est fixée à la membrane, feuillet interne. Donc, lorsque la phospholipase est activée par la sous-unité alpha-Q, qu'est-ce qu'elle fait cette phospholipase? Donc, comme son nom l'indique, c'est une lipase, donc elle dégrade des lipides. Donc, elle hydrolyse le phosphatidylinositol 4,5-diphosphate, le PIP2. Alors, qu'est-ce que c'est le PIP2? Donc, c'est un composant, donc c'est un lipide, un phospholipide, du feuillet interne de la membrane plasmique. Donc, cette phospholipase B, elle va dégrader le PIP2. Donc, c'est un lipide membranaire. Alors, attention, ici, on n'a pas une alpha-Q stimulatrice ou inhibitrice. Non, c'est pas comme la protéine G. G, il y a S, C, I. Non, ici, alpha-Q, directement, elle stimule la phospholipase. La phospholipase C, elle va dégrader le PIP2, donc le phosphatidyl 4,5-diphosphate. Elle va le dégrader en deux composants. Deux. Alors, vous avez, elle va nous donner le DAG, c'est le diacylglycérol, et elle va nous donner l'IP3, inositol triphosphate. Donc, le DAG, il est toujours fixé à la membrane, mais l'IP3, non, c'est une molécule, petite molécule soluble qui va aller dans le cytosol. Voilà. Après, la transduction. Donc, regardez bien. Donc, l'IP3, qu'est-ce qu'il va faire? Quitte la membrane pour aller se fixer à son récepteur situé au niveau du réticulum endoplasmique. Au niveau du réticulum endoplasmique, qui sont un réservoir de calcium, donc vous avez un canal spécifique à l'IP3, donc c'est un canal ligand. L'IP3 se fixe et on va voir une ouverture de ce canal, il va y avoir sortie de calcium. Alors,
Ce récepteur est un canal calcique qui s'ouvre et permet la libération de calcium dans le cytoplasme. Alors, il faut savoir une chose, le DHG, le calcium et l'IP3 sont les 3 seconds messagers ici. C'est-à-dire cette voie, elle va nous permettre la production de 3 second messager à l'intérieur de la cellule. Le calcium est considéré aussi, c'est un second messager aussi. Alors, donc, l'IP3 quitte la membrane, bon, ça on l'a dit. Les ions calcium qui sortent du réticulum endoplasmique, donc ici une diffusion simple, enfin, une diffusion facilitée, via des canaux faciles. Donc ici, il se fixe et active la calmoduline. Donc ici, le calcium, il va aller donc se fixer sur des enzymes qu'on appelle calmoduline, calmkinase. Alors, en fait, la calmoduline qui fixe le calcium dans les enzymes, elles vont stimuler des kinases, donc des enzymes qui phosphorylent et ainsi de suite, c'est-à-dire ça phosphoryle. Donc on les appelle les calmkinases, calmoduline, calcium, calmoduline, kinase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la calmoduline, quand elle fixe le calcium, elle va stimuler des enzymes, des kinases spécifiques, la calmoduline. Voilà. Alors, le DHG, diacylglycérol, il active une autre protéine kinase qu'on appelle la protéine kinase C, calcium dépendante. Cette protéine kinase C, donc elle est stimulée par le DHG, mais aussi il faut la présence du calcium. La protéine kinase C ne peut pas être activée par le DHG s'il n'y a pas de calcium. Voilà. Donc la protéine kinase C, kinase, c'est une kinase aussi, donc elle phosphoryle. Elle phosphoryle de nombreux substrats qui relaient le message, en particulier des facteurs de transcription. Alors, il faut savoir une chose, la protéine kinase C, donc elle phosphoryle, mais son action, c'est surtout au niveau du noyau. Facteur de transcription. D'ailleurs, dans certaines pathologies, par exemple les cancers, donc il y a une anomalie de cette protéine, d'activation de cette protéine, parce que donc il intervient dans la transcription de gènes au niveau du noyau, donc certainement l'anomalie de son activation provoque une anomalie de division cellulaire dans certains cancers. Alors, le calcium peut avoir des effets directs sur la régulation de la prolifération, sur la différenciation et l'apoptose, mais aussi sur les modifications de cytosquelette. Bien sûr. Ici, le calcium qui est libéré, regardez bien, il peut avoir d'autres effets physiologiques, regardez, ici, profilation, différenciation, etc. Aussi se lier à la protéine kinase C et aussi se lier à la calmoduline. Voilà. Donc ça, c'est la voie de transduction via ce qu'on appelle l'inositol, la voie de l'inositol ou la voie de phosphorylipase C, IP3 et 2G. C'est-à-dire on les cite ici normalement. Généralement, ici, la voie de l'IP3 et DHG et calcium. Lorsqu'on cite, en fait, ça dépend. On cite aussi les 3 seconds messagers. Alors, la même chose ici, on a aussi l'amplification, comme tout à l'heure, c'est-à-dire ici, si le ligand est fixé, donc la protéine GQ, elle est stimulée plusieurs fois, voilà, à ce niveau. Donc ici, l'IP3, il libère plusieurs calcium, et beaucoup de calcium, bien sûr, il a beaucoup d'effets. La quantité de calcium qui est libérée induit plusieurs phénomènes physiologiques,
Vous avez le protéinkinase C qui phosphoryse, la calmoduline qui est activée par le calcium, elle phosphoryse aussi, elle stimule des protéinkinases également, et ainsi de suite, pour avoir des phénomènes, des effets physiologiques de chaque cycle. Alors ici, regardez, donc ici, le schéma, dans la calmoduline, vous avez la calmoduline, quand elle fixe le calcium, regardez, calcium, calmoduline, donc elle se fixe, donc elle, regardez, elle lie des camkinases, elle les active, autophosphorylation. Donc voilà, il y aura une autophosphorylation et donc c'est des camkinases hyperactivées. Voilà. Donc c'est la calmoduline qui active d'une façon importante les camkinases. Cam, c'est calmoduline, calcium, calmoduline, kinase. C'est-à-dire ces enzymes dépendent de la calmoduline pour leur activation. Alors, on continue la voie des canaux ioniques. Alors, j'espère que c'est clair pour la transduction des messages via les récepteurs couplés aux protéines G. En fait, voilà, donc une grande famille de ligands agissent ainsi, mais aussi les médicaments, hein, les agonistes, les antagonistes, les agonistes surtout. Alors, les voies des canaux ioniques. Maintenant, on va voir un petit peu le deuxième type de récepteurs membranaires qui sont des récepteurs canaux. C'est-à-dire, c'est des canaux ioniques, mais ils possèdent également... pardon, non, on n'est pas encore arrivé là. Bon, ça c'est une remarque. Parce que pour l'instant, la sous-unité alpha, on a vu l'effet de la sous-unité alpha. Jusqu'à présent, le dimère bêta-gamma de la protéine G, c'est-à-dire, on n'a pas vu l'effet. En fait, on connaît un seul effet de dimère bêta-gamma. Alors, c'est au niveau, par exemple, des récepteurs, c'est au niveau cardiaque, cardiomyocyte, concernant les récepteurs muscariniques de type M2. Alors, donc, la protéine G peut aussi activer ou inactiver directement les canaux ioniques de la membrane plasmique de la cellule cible et modifier ainsi sa perméabilité, sa excitabilité. Donc, par exemple, regardez bien, le récepteur muscarinique M2 de l'acétylcholine, parce que l'acétylcholine, donc c'est un neurotransmetteur qui possède deux types de récepteurs. Il possède un récepteur nicotinique et un récepteur muscarinique. Un récepteur nicotinique, c'est un récepteur canal. Par exemple, celui qu'on trouve au niveau de la jonction neuromusculaire, la plaque motrice. L'acétylcholine possède un autre type de récepteurs qui sont des récepteurs couplés aux protéines G qu'on appelle les récepteurs muscariniques. Donc, il y en a plusieurs types, M1, M2, etc. Par exemple, au niveau du cœur, des cellules cardiomyocytes, donc on a le récepteur muscarinique de type M2 de l'acétylcholine qui est lié à la protéine G. Donc ici, quand l'acétylcholine libérée par le système nerveux parasympathique qui innerve le cœur, donc se fixe sur ce récepteur muscarinique, ce qui va se passer, il y a donc stimulation de la protéine G. Et quand celle-ci est stimulée, alors dans ce cas-là, dans ce cas particulier, c'est pas la sous-unité alpha qui est importante, c'est le complexe bêta-gamma qui se sépare. Il provoque, donc certainement la sous-unité alpha les séparait bien sûr, mais ici ce complexe, parce que pour l'instant on n'a pas vu le rang, mais dans ce cas-là, va provoquer l'ouverture des canaux potassiques, cellules des cardiomyocytes.
Alors, quand ces canaux sont ouverts, on va assister quoi? À la sortie de potassium. Pourquoi? Parce que le potassium est plus concentré à l'intérieur de la cellule. Donc ici, vous avez une diffusion, comme on a déjà vu, via des canaux, donc diffusion facilitée via des canaux. Un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc on va avoir une fuite de potassium. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va provoquer une hyperpolarisation de la cellule. La cellule va perdre beaucoup de charges positives à l'intérieur. Et donc, pour se dépolariser, induire un potentiel d'action, il faut beaucoup de temps. Donc, une hyperpolarisation, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'effet inhibiteur de l'acétylcholine libérée par le parasympathique sur le cœur. Parce que vous savez, le cœur, il est innervé par le système nerveux végétatif, le parasympathique et le sympathique. Le sympathique, il libère de la noradrénaline, donc ça stimule donc, la fréquence cardiaque, les battements, la force de contraction, etc. Donc l'accélération. On avait une tachycardie, par exemple. Le parasympathique, c'est le contraire. Il freine le rythme cardiaque. Donc, comment? Par ce phénomène. Donc, le parasympathique libère de l'acétylcholine. L'acétylcholine agit sur les récepteurs muscariniques de type M2 qui sont situés sur les cardiomyocytes. Ça va provoquer donc la dissociation du complexe bêta-gamma qui va stimuler, donc qui va provoquer l'ouverture des canaux cactus. Donc le potassium va sortir de la cellule, ça va induire une hyperpolarisation et donc il y a l'effet inhibiteur, donc on va avoir donc baisse du rythme cardiaque. Voilà. Donc ici, voilà, donc ça c'est le schéma. On l'a déjà vu. Maintenant, donc on va voir les récepteurs, parce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez des récepteurs membranaires, vous avez des récepteurs lipoprotéines G, des récepteurs canaux, et vous avez également des récepteurs enzymes. On a vu, c'est bon, on a terminé par les récepteurs couplés aux protéines G, maintenant les récepteurs canaux ioniques. Donc, ce sont des récepteurs en même temps, c'est des canaux ioniques. Donc ça, par exemple, le meilleur exemple, c'est le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. On trouve au niveau de la jonction neuromusculaire. Alors, c'est une superfamille de récepteurs multimériques. Alors attention, le récepteur couplé aux protéines G, il est constitué de 7 domaines transmembranaires. Ici, les récepteurs canaux, ils sont constitués de plusieurs sous-unités. Par exemple, 5 sous-unités. Par exemple, on va voir le récepteur nicoténique, il est constitué de 5 sous-unités. Et chaque sous-unité est constituée de 4 domaines transmembranaires. Vous voyez, c'est différent. Alors, ces récepteurs dits ionotropes jouent en particulier un rôle central dans la physiologie des cellules excitables. Par exemple les cellules musculaires, comme les neurones et les cellules musculaires striées squelettiques. La fixation du ligand extracellulaire sur ce type de récepteur permet l'ouverture ou la fermeture des canaux ioniques et ainsi la modification du potentiel de la membrane ou la formation d'un signal électrique. Alors, là, on a, dans notre cours, ici, on a pris 2 exemples. Alors, le récepteur nicotinique musculaire de l'acétylcholine. Alors, ce récepteur qu'on trouve au niveau de la jonction neuromusculaire, de la plaque motrice. La nicotine, qui est une drogue, donc c'est un agoniste à ce récepteur. Et le curare est un antagoniste. Alors, la description de ce récepteur canal, il s'agit d'une protéine transmembranaire pentamérique formée de 5 sous-unités. 2 sous-unités alpha. Ces 2 sous-unités alpha, regardez alpha, 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 c'est elle qui porte le site de liaison à l'acétylcholine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un canal, il doit lier 2 molécules d'acétylcholine. Vous avez une sous-unité bêta et les 2 autres. Voilà. Ces 5 sous-unités délimitent un canal ionique. Bon, en fait, quand il n'y a pas d'acétylcholine, on ne voit pas ce canal.
Mais quand l'acétylcholine se fixe sur les deux sous-unités, il va y avoir un changement de conformation et le canal va se former. Et à travers ce canal, donc, le sodium va entrer dans la cellule musculaire. Et l'entrée de sodium va provoquer la dépolarisation de la cellule musculaire. Bien sûr, la dépolarisation va conduire à une contraction. Voilà, donc la fixation d'une molécule d'acétylcholine sur chaque sous-unité alpha, donc vous avez deux sous-unités, donc il faut deux pour un récepteur, provoque une réorganisation de la structure des 5 sous-unités, réorganisation, et cette réorganisation va délimiter quoi? Un canal ionique. Il s'ensuit une entrée de Na+, donc le sodium va entrer dans la cellule musculaire à l'origine de sa dépolarisation. C'est ainsi que le récepteur nicotinique joue un rôle important dans la transmission neuromusculaire et le couplage excitation-contraction. Donc là, c'est dans la cellule musculaire, donc squelettique. Alors, maintenant, on a le deuxième exemple d'un récepteur canal, le récepteur GABA de type A. Parce que vous avez un autre récepteur de type B qui n'est pas un récepteur canal. Je pense que c'est un récepteur nucléoprotégé. Je vais voir. Alors, donc vous avez le GABA. Alors, il faut savoir une chose, que les neurotransmetteurs au niveau du système nerveux, en majorité, on ne peut pas dire un neurotransmetteur il est inhibiteur ou excitateur, sauf pour certains neurotransmetteurs spécifiques. Alors, lesquels? Par exemple, donc vous avez le glutamate. Alors, le glutamate et aussi l'aspartate. Ces deux sont excitateurs, exclusivement. C'est-à-dire ça ne dépend pas du récepteur. Parce que, en fait, pour les autres neurotransmetteurs, si vous prenez la noradrénaline, vous ne pouvez pas dire est-ce que il va y avoir par exemple, alpha I ou GI ou GS, inhibitrice, pourquoi? Ça va dépendre du type de récepteur et non du ligand. Mais dans notre cas, dans ce cas-là, vous avez le glutamate, par exemple, et l'aspartate sont toujours excitateurs, quel que soit le récepteur. Et vous avez le GABA et aussi la glycine, le glycocol. Ils sont toujours inhibiteurs. Maintenant, pour le GABA, alors, je vais voir récepteur GABA type B, type bêta. Alors, en attendant, les récepteurs GABA, voilà. Exactement, voilà. Donc, les récepteurs du GABA type A sont des récepteurs canaux. Les GABA de type B sont des récepteurs nucléoprotéinés. Voilà. Donc, ici, c'est pourquoi on a précisé. Donc, il s'agit d'une glycoprotéine transmembranaire pentamérique qui se compose de 5 sous-unités disposées autour d'un port central. La même chose, regardez. Alpha, bêta, gamma. Chaque sous-unité comprend 4 domaines transparents, donc ça ressemble au récepteur nicotinique. Son ligand endogène est l'acide gamma-aminobutyrique, le GABA, principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central. Il est inhibiteur, pourquoi? Parce que la fixation du GABA sur son site de reconnaissance provoque l'ouverture du canal chlore. Donc ce canal qui forme, c'est un canal de GABA, c'est un récepteur canal chlorhydrique. Donc, il s'ouvre, il laisse passer uniquement le chlore. Mais attention, le chlore, il va entrer dans l'acide. Donc, c'est un plus de charge négative qui va provoquer quoi? Une hyperpolarisation de la cellule, donc une inhibition de la cellule. Vous voyez? Donc, l'hyperpolarisation, elle est induite soit par perte de charge positive, comme tout à l'heure lors
du récepteur muscarinique M2 qui se situe au niveau des cardiomyocytes. Mais aussi, il peut être induit, l'inhibition peut être induite par entrée du chlore, une hyperpolarisation, par exemple lors de la stimulation des récepteurs GABA de type A. Voilà, hyperpolarisation, donc la cellule nerveuse, elle est inhibée. Alors, si on voit bien ce schéma, regardez bien, les deux rouges ici, cercles, donc c'est à ce niveau que se fixe le, donc alpha-alpha, hein, se fixe le GABA, se neurotransmettre. Mais vous avez un autre type de site de liaison, regardez bien, au niveau de ce GABA, site de liaison des benzodiazépines. Enfin, les benzodiazépines, c'est quoi? C'est une catégorie de médicaments donc, qui augmente l'ouverture, le temps d'ouverture de ces canaux à GABA. C'est pour induire une hyperpolarisation plus importante. Par exemple, donc, des anxiolytiques, donc, des médicaments qu'on donne généralement contre la dépression nerveuse, etc. Voilà, sont allés dans les deux. Voilà, on a terminé. Donc, la séance prochaine, on va essayer de terminer ce cours. Alors, il nous reste donc les récepteurs enzymes, les récepteurs nucléaires, voilà, pour entamer un autre chapitre. Maintenant, je veux savoir quand est-ce qu'il a